Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau webinaire. Je suis ravie d'être avec vous. On va vous parler aujourd'hui pour ce nouveau rendez-vous de sport en entreprise et notamment comment le sport en entreprise est une réponse à la nouvelle manière de consommer le sport et aux enjeux de santé, notamment en entreprise. Je suis ravie d'accueillir Marianne Diane. Je vous laisse vous présenter. Bonjour à tous, merci déjà d'être présent pour ce webinaire. Donc, je m'appelle Marianne Diagne et je suis chef de projet à France Stratégie. France Stratégie, qui est une institution autonome placée auprès du Premier ministre et qui contribue par ses propositions à orienter, on va dire, l'action publique, mais aussi à éclairer le débat public. Nous y réalisons des études sur les grandes évolutions économiques et sociales, sur les enjeux de soutenabilité. On y produit aussi des évaluations de politique publique. Donc moi, je suis particulièrement au département de travail emploi compétences et je suis mobilisée sur les questions d'observation et de prospective des emplois et des compétences. Donc tout ce qui est anticipation de l'évolution des métiers et des compétences. D'accord, très bien. On va du coup passer 45 minutes ensemble. L'idée, c'est voilà, qu'on vous présente une partie du coup de cette étude en se focalisant vraiment sur tous les aspects sport en entreprise, sport santé. Et puis, voilà, n'hésitez pas à poser vos questions. Il y a un onglet questions qui est dédié à ça, donc vous pouvez poser toutes vos questions et on prendra le temps d'y répondre au fur et à mesure de ce webinaire. Et on va aussi vous faire passer des sondages. N'hésitez pas à répondre. Voilà, je vous dirai au moment où on les publie pour que vous puissiez répondre. C'est intéressant aussi, voilà, pour nous de savoir un petit peu plus qui vous êtes, vos problématiques. Et puis, on vous proposera aussi du contenu qu'on a pu créer chez Gilib sur ces problématiques-là. Et puis, on va aussi vous faire passer l'étude que France Stratégie a faite pour que vous puissiez la lire plus en détail, puisqu'elle est très complète. Nous, on va vraiment s'intéresser juste à un volet de cette étude-là. Mais c'est vrai que c'est une étude très complète, très poussée sur les métiers du sport et toutes ces mutations qu'on peut observer aujourd'hui. C'est hyper intéressant et donc du coup, voilà, on ne pourra pas tout vous donner pendant ce webinaire, mais n'hésitez pas à la télécharger suite à ça pour avoir l'intégralité et vous avez là le lien qui apparaît justement en ce moment dans le fil de la discussion. Alors, pour commencer, l'idée c'était un peu que vous nous expliquiez le contexte de cette étude, pourquoi vous l'avez faite, comment ça se passe un petit peu, voilà, les grandes problématiques et vos grandes conclusions. C'est vrai qu'en 5 minutes, ça va être très compliqué de rebalayer un peu tous les enseignements du rapport. Mais pour revenir sur la genèse à France Stratégie et donc dans mon département de travail emploi compétences, on a mis en place en fait une démarche d'anticipation des besoins en compétences dans plusieurs filières d'activité, à savoir le numérique et la valorisation et la transformation des déchets. Et suite à ces travaux, le Premier ministre a passé commande à France Stratégie pour l'élaboration d'une étude sur les métiers du sport, avec comme ambition en fait d'évaluer de façon concrète quelles sont les évolutions des métiers et des compétences à l'horizon 2024. Donc pour ce faire, nous avons constitué un groupe de travail qui rassemble un ensemble d'acteurs de la formation et de l'emploi dans le champ sportif, avec comme objectif d'identifier quels sont les grands enjeux et les grandes transformations qui traversent le champ sportif, leurs impacts sur les métiers et les compétences, donc le contenu des métiers et les compétences attendues pour l'exercice de ces métiers-là, et puis les enjeux de formation et de professionnalisation. Là, j'aimerais effectivement m'arrêter sur cette partie-là, c'est-à-dire que nous, nos objectifs, en général, c'est vraiment voir en termes de métier quelles sont les implications et donc quels sont les enjeux en termes de formation pour les personnes qui se destinent à ces métiers-là et de professionnalisation pour les personnes qui sont d'ores et déjà en exercice. Donc aujourd'hui, je présenterai plutôt la partie 2 où on a essayé d'identifier quelles sont ces transformations-là qui ont cours dans le champ sportif. Mais c'est quand même une petite partie effectivement du rapport qui n'est pas la moindre parce que ça nous permet aussi nous d'identifier quels sont les impacts sur les compétences et ce qu'il faut faire pour permettre aux individus de s'adapter ou de bouger aussi dans ces métiers-là. Donc voilà, grosso modo, on va dire le rapport. Si je dois retenir peut-être 2 enseignements de ce rapport-là, le premier, ce serait la nécessité en fait de renouveler le panorama des métiers du sport. C'est-à-dire que
les analyses sur ce champ-là ne doivent plus se concentrer uniquement sur les seuls métiers de l'encadrement, mais l'élargir en fait à des activités professionnelles qui s'exercent en fait autour de l'activité physique et sportive. Dans le rapport d'ailleurs, là c'est pas très visible, mais vous le retrouverez dans le rapport, on y propose une petite cartographie de tous ces métiers existants et émergents qui s'exercent autour de l'activité physique et sportive, mais qui sont dans d'autres secteurs économiques. Je pense à la vente, à la distribution, au digital, à l'événementiel, à la santé et au bien-être. Donc, beaucoup en fait de secteurs économiques, d'activités qui sont exercées dans d'autres secteurs économiques, mais qui sont aussi en lien avec le champ sportif. Cet élargissement du cadre d'analyse va permettre d'identifier les aires de mobilité entre ces métiers-là et donc proposer aux individus qui sont dans ces métiers ou qui se destinent à ces métiers-là des passerelles et des possibilités de parcours professionnels pour bouger d'un métier à l'autre. Donc, deuxième point, ce serait plutôt de repenser l'offre de formation. C'est-à-dire que là, la diversification des disciplines et la diversification des pratiques a entraîné une inflation des diplômes. De fait, aujourd'hui, on est à plus de 1000 diplômes sur le marché de la formation. Donc, tout l'enjeu, c'est de rendre cette offre de formation visible pour les personnes qui se destinent à ces métiers-là. Ce qui est déjà en train d'être fait d'ailleurs par les acteurs de la certification, donc ils y réfléchissent en ce moment. Et puis aussi, imaginer l'offre de formation avec ce lien parcours professionnel. Donc, comment est-ce que dans l'offre de formation, on peut déjà penser les mobilités vers d'autres métiers et donc créer des passerelles entre ces métiers-là. Voilà, grosso modo, si je devais retenir 2 points, les 2 qui me paraissent les plus importants, on va dire, à mettre en avant sur cette question des métiers du sport et de leur évolution. Et du coup, voilà, on se rend compte qu'il y a beaucoup de mutations, comme il y a toute une partie de cette étude qui parle de toutes les mutations qui traversent le champ sportif. Et donc, nous, on va là vraiment s'intéresser sur l'impact que cela crée sur l'entreprise. Alors, on vous fait passer un petit sondage là justement pour savoir est-ce que vous avez déjà mis en place une offre sport en entreprise, si ça fait partie de vos enjeux. C'est intéressant pour nous aussi de voir à quel point les entreprises proposent ce genre de programme et aussi du coup d'adapter notre discours en fonction de vos réponses. On va du coup se concentrer sur plusieurs points tout au long de cette discussion. On va parler des nouvelles formes de la pratique sportive. Donc c'est une pratique, c'est quelque chose de plus global, ça ne concerne pas que l'entreprise, mais on se rend compte que l'entreprise devient en fait une nouvelle forme de pratique quelque part. Ça c'est intéressant. On va aussi parler des nouveaux publics. On voit que que ce soit les femmes, que ce soit les seniors, ce sont des publics qui sont de plus en plus concernés par le sport. Et il y a encore quelques dizaines d'années, on les excluait un peu finalement de ce domaine-là. C'est plus du tout le cas aujourd'hui. Et puis on va aussi parler de tout ce qui est santé, puisqu'on se rend compte, vous en parliez aussi tout à l'heure, qu'il y a beaucoup de métiers qui émergent autour du sport, du bien-être, de la santé. Et du coup, ce triptyque-là devient aussi de plus en plus ancré dans les mentalités. Donc, on va commencer par toute la partie sur la pratique, les nouvelles pratiques de sport. Vous avez du coup analysé beaucoup de choses là-dessus. Juste effectivement pour préciser, nous pour cette partie, c'était plutôt une ressource dans l'identification des impacts sur les compétences. Donc, on n'a pas forcément tout approfondi. Donc, c'est pas forcément des rapports très exhaustifs sur ce qui se passe. On a essayé juste de voir quels sont les grands enjeux et les grandes mutations. On a vu que le champ sportif est de plus en plus ouvert à de nouveaux acteurs, à de nouveaux enjeux. Et en fait, on a réussi à identifier 3 grandes tendances, comme vous le disiez tout à l'heure, qui vont avoir un impact sur les métiers et les compétences à court terme et à moyen terme. Donc, la première, c'est la diversification des modalités de pratique et l'apparition de nouvelles formes de pratique. Cette diversification, c'est lié aussi au fait que la pratique en club et en association n'est plus la norme. Les activités physiques et sportives se déroulent le plus souvent dans les parcs, en plein air, à la maison ou à l'entreprise, d'ailleurs, ce qui nous intéresse aujourd'hui. Et de plus, en fait, la pratique en solo, donc non encadrée, est de plus en plus plébiscitée en lien avec la plus grande disponibilité de lieux en fait, de pratique. Je pense aux lieux de nature, aux équipements publics en libre accès.
et qui est aussi facilité par la diffusion d'appareils qui permettent, en somme, la pratique chez soi en totale autonomie. Donc, ce changement de paradigme, on va dire, est aussi lié à une recherche des pratiquants pour une forme de pratique moins contraignante, beaucoup plus flexible voilà, et plus libre. Et en fait, on se rend compte aussi que les évolutions technologiques vont surfer sur cette tendance-là et modifier un petit peu notre manière de consommer le sport. C'est par exemple par les outils numériques qui vont permettre une meilleure personnalisation de l'offre de pratique. Je pense aux applications qui proposent des coachs virtuels et qui proposent même la création de son propre programme de sport. Sinon, il y a aussi les réalités virtuelles augmentées qui permettent de pratiquer dans des conditions qui se veulent en fait proches du réel. Voilà, donc grosso modo, les deux grandes tendances qu'on a un peu identifiées, ce passage d'une pratique uniquement en club ou en association et à de nouvelles formes, des pratiques dans la nature, en solo, avec moins de contraintes, dans des salles de sport, avec juste pas de contraintes de calendrier, un programme choisi, donc un programme d'encadrement choisi, et le test de nouvelles pratiques un peu plus douces, tout ce qui est yoga, etc. Et du coup, c'est vrai qu'on se rend compte de cette volonté de faire un peu du sport où on veut, quand on veut. Et c'est vrai que c'est intéressant, on se rend compte aussi que du coup, c'est pour ça que l'entreprise joue un rôle et un rôle à jouer là-dessus, c'est que ça devient à la fois un lieu pour exercer du sport, ce qui du coup est un peu nouveau quand même, qui n'était pas forcément un réflexe il y a encore quelques années. Et puis, ça devient un lieu de pratique sportive et ça devient aussi un acteur qui va aider à un peu diffuser ces nouvelles pratiques et à faire en sorte aussi de permettre un accès plus libre, plus flexible via du sport qu'il peut proposer à ses salariés. Et surtout sur cette question-là, c'est vrai que l'entreprise rapproche un petit peu, par exemple, pour les personnes qui ont des temps de déplacement hyper longs, domicile-travail, rapproche en fait l'activité sportive et leur permet de le prendre, de l'exercer sans bon problème. N'hésitez pas hein, si vous avez des questions, vous pouvez nous les envoyer. Un autre point dont on parlait beaucoup tout à l'heure et qui est très intéressant, c'est vraiment sur la partie des publics, où là vous avez vu plusieurs nouveaux publics qui se dessinent et qui s'affirment. Là, sur la question des publics, c'est vrai qu'on parle de nouveaux publics, mais ce ne sont pas vraiment des nouveaux publics, c'est plutôt des publics qui ont une pratique de plus en plus importante. Donc, on pense aux femmes, aux seniors, aux malades ou aux salariés, dont on a parlé tout à l'heure. Et ces personnes-là, ces publics-là viennent avec des besoins spécifiques en termes d'objectifs. Donc, ils vont plutôt avoir besoin d'entretien physique, de bien-être, de soins et des modalités de pratique différentes. Pour revenir par exemple sur les femmes, même si les hommes sont encore plus nombreux à faire du sport, les femmes s'y mettent aussi. D'après les données de l'INSEE, entre 2009 et 2010, le pourcentage de femmes qui exerçaient une activité sportive a augmenté de 5 points. Donc, les données datent un petit peu, mais ça montre quand même qu'il y a un pas qui est, un cran en fait dans l'ampleur de la pratique féminine. Et même au-delà de 55 ans, en fait, les femmes pratiqueraient même plus que les hommes. Et en fait, l'enjeu aussi, c'est de prendre en compte la spécificité de la pratique féminine, parce que la pratique masculine et féminine ont tendance à se différencier. Il y a certaines contraintes qui s'imposent aux femmes et qui doivent être prises en compte dans l'offre de pratique. D'ailleurs, certaines structures commencent à les prendre en compte et à prendre en compte ces contraintes-là qui pèsent principalement sur les femmes, notamment sur les questions de rythme de vie et de temps disponible en fait pour la réalisation de ces activités-là. Parce qu'ils se rendent compte, c'est quand même un segment qui se développe et un potentiel de développement assez énorme pour cibler ces personnes-là dans leur offre. Sur les seniors, donc la pratique des seniors aussi est beaucoup plus importante. Et en plus, le vieillissement de la population constitue désormais un enjeu de santé publique. Et les activités physiques et sportives, en fait, apparaissent comme un moyen d'atteindre le bien-être physique, psychique et social, tel que prescrit par l'Organisation mondiale de la santé. Donc, on voit bien que
des campagnes, de nombreuses campagnes en fait sont menées contre la sédentarité et pour les activités physiques et sportives par les seniors, notamment en réponse à cette injonction-là de l'Organisation mondiale de la santé. L'enjeu ici est également de prendre en compte la spécificité de leur pratique. C'est-à-dire que c'est une population qui va plutôt avoir une préférence pour les pratiques douces, principalement des activités physiques d'entretien du corps et des activités de plein air. Donc tout ce qui est marche, vélo, marche utilitaire. Je ne dis pas qu'il n'y a qu'un seul profil de senior ou un seul profil de pratique féminine. Il y en a plusieurs, mais en général, c'est vraiment... Il y a quand même des tendances. Voilà, c'est ça qui sort le plus. Et donc, il y a cet aspect aussi à prendre en compte, par exemple, pour l'entreprise qui se positionne par exemple comme offreur de services dans les pratiques qu'on proposait à ses salariés. C'est quand même des éléments aussi à prendre en compte dans la réflexion autour de ces complètement. Et on voit même, on parlait de la pratique féminine du sport, on voit aussi des salles de sport qui sont entièrement, qui sont accessibles uniquement aux femmes. Ça, c'est quelque chose aussi d'assez nouveau. Et du coup, on voit vraiment que ça se développe et il y a une demande et il y a une offre aussi qui y répond. Et c'est vrai que c'est aussi intéressant ce public senior parce qu'on parle beaucoup des millennials et des jeunes qui arrivent en entreprise et comment faire pour les attirer, pour les fidéliser. Mais c'est vrai qu'on a tendance un peu aussi à oublier l'intégration des seniors qui sont aussi ceux qui détiennent l'historique aussi de l'entreprise, une expertise aussi poussée, etc. Et c'est sûr que les enjeux d'intégration des seniors, c'est un des vrais enjeux aussi de l'entreprise dans les prochaines années. Et ce côté aussi prévention santé, qui forcément est lié, c'est aussi important de se dire il faut aussi qu'il y ait une offre pour la prévention santé des seniors et faire en sorte que leur qualité de vie au travail soit la meilleure possible pour aussi leur fin de carrière. Et du coup, ça nous intéresse aussi de savoir, vous, si l'intégration des seniors est un des enjeux de votre entreprise, pas forcément juste un enjeu RH, mais vraiment un enjeu stratégique. Donc, on vous pose la question là dans l'onglet sondage. Donc, si vous pouvez nous répondre, c'est intéressant pour nous de. Et surtout sur ces nouveaux publics-là, l'enjeu aussi, c'est d'identifier quels sont les profils de pratiquants même en entreprise. C'est-à-dire qu'en revenant sur les seniors, on a quand même 3 profils de seniors. Ceux qui ont déjà fait, qui étaient très sportifs déjà en amont dans leur cours de vie et donc qui arrivent aussi avec des velléités à continuer à pratiquer à haut niveau ou en compétition ou des activités qui sont beaucoup plus physiques, on va dire. Il y a ceux qui sont des sportifs occasionnels mais qui persistent aussi dans le sport pour les questions de bien-être et ceux qui, pour des raisons de santé aussi, vont essayer d'exercer une activité physique, de pratiquer une activité physique et sportive. Donc, dans l'offre de prestations en matière de pratique sportive, il faut aussi prendre en compte tous ces aspects-là et donc proposer des activités qui englobent toutes ces personnes pour pouvoir du coup plus les motiver aussi à aller aux salles de sport mises à disposition ou à pratiquer beaucoup plus avec les collègues. Et avant de faire un focus sur la partie vraiment sport, santé, on va répondre à vos premières questions. Alors, du coup, on a plusieurs questions. La première, alors je ne sais pas si c'est un point que vous avez abordé à l'étude, vous me direz. Quelqu'un qui nous disait « J'entends que les formations des CREPS sont sous tension et en lutte avec les diplômes que délivrent les fédérations délégataires. Verra-t-on vraiment des animateurs aujourd'hui bénévoles en capacité de devenir des professionnels rémunérés ?» Alors, je ne sais pas si c'est le genre de question justement auquel l'étude répond et si vous avez pris parti sur ces choses-là, qui est un sujet vraiment très très précis pour le coup. C'est vrai que sur la question des formations, on en a discuté et c'est un peu l'un des grands enseignements, c'est qu'effectivement toutes ces formations-là sont sous tension. C'est quand même un secteur d'activité qui est assez attractif et les gens ont envie d'exercer ces métiers-là. On entend aussi la question de la précarité dans ces métiers, le fait que c'est aussi un métier qu'on exerce par passion, etc. Et d'où l'objectif en fait d'ouvrir ces aires de mobilité, c'est-à-dire que
tous ces sortants de formation qui ne vont pas forcément pouvoir accéder au métier qu'ils souhaitent, pouvoir leur donner la possibilité d'aller dans d'autres métiers qui s'exercent aussi autour de l'activité physique et sportive. Sur la question du bénévolat, c'est vrai qu'on en a, c'est quand même vachement ressorti dans les discussions au sein du groupe de travail, mais on ne s'est pas positionné dessus, sauf pour les bénévoles dirigeants, où là, il y a un enjeu, étant donné, on va dire qu'il y a une moindre appétence maintenant pour les gens de devenir bénévoles dirigeants, parce que il y a tout ce qui est contraintes, beaucoup plus de contraintes, parce que bon, en tant que bénévole, souvent, ils ont aussi une activité à côté, donc tout ce qui est contraintes administratives, de gestion de l'association, etc., qui pèsent en fait sur ces personnes-là, et il y a des enjeux de professionnalisation pour ces personnes-là. Sur les bénévoles, comment dire, agents de ces associations et ces clubs, c'est vrai qu'on n'a pas identifié quelles sont les possibilités d'évolution, notamment sur la question des professionnels rémunérés. Et en plus, comme c'est un sujet quand même assez touchy en ce moment, ils sont en train de réfléchir aux modalités en fait d'alimenter ces métiers-là, et pas uniquement en poussant les bénévoles à devenir des professionnels rémunérés à la place des personnes diplômées, etc. Mais de voir comment est-ce qu'ils peuvent réfléchir pour que ces tensions-là commencent un petit peu à se décanter et à mieux intégrer les personnes sortant de ces formations. Quelques questions aussi auxquelles on va répondre avant de passer à la partie sport-santé. Alors, on a une autre question qui nous dit, si je comprends bien, les nouveaux modes de pratique seraient passés à des pratiques plus individuelles, or les activités sportives en entreprise apportent beaucoup de bénéfices au niveau de la cohésion. Pour répondre moi sur la partie cohésion, alors déjà je ne sais pas si vous avez observé, en effet vous parlez de plus de pratiques individuelles, ça c'est un fait. Après nous, ce qu'on voit justement du coup spécialiste du sport en entreprise, et c'est en effet très clairement la cohésion, comment améliorer le climat social, et voilà, nous on a beaucoup d'entreprises qui viennent nous voir justement pour qu'on les aide et qu'on les accompagne à jouer sur tout ça. Nous, ce qu'on observe du coup de notre côté, c'est que, alors voilà, il y a ce côté individualisation de la pratique, on peut faire du sport en solo, mais ce qu'on voit en fait avec les gens du coup, qui du coup ont Gym Libre, le fait d'avoir cette offre et que tous les salariés aient la même offre dans la même entreprise, fait que en fait justement ils vont naturellement et assez spontanément aller faire du sport ensemble. Donc on voit vraiment ce côté-là, et même si on peut avoir ce réflexe, parce qu'on a plus de liberté de faire du sport un peu comme on peut aujourd'hui, le fait d'avoir tous ces collègues qui en font, d'avoir accès surtout aux mêmes structures, c'est ça aussi qui est important, aux mêmes partenaires, naturellement un groupe va aller faire de l'escalade le midi, va aller jouer au foot le soir, va se faire, je sais pas quelle activité, on en a beaucoup, mais et va avoir ce réflexe-là, et du coup là ça va jouer un vrai rôle sur la cohésion, mais c'est aussi propre au sport en entreprise et au fait d'avoir la même offre qui donne accès aux mêmes partenaires et d'avoir cette possibilité-là. Mais surtout, j'évoquais l'individualisation des pratiques, mais ça ne veut pas dire que c'est la forme de pratique la plus prégnante au sein de la société. C'est quelque chose qui se fait, et surtout en matière de personnalisation. Ce n'est pas individualisation dans le sens où on se met en retrait, on pratique vraiment uniquement en solo. C'est la question de l'adaptation à nos propres besoins. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus ciblé. C'est dans ce sens-là que je l'entendais en termes d'individualisation et de personnalisation. Et surtout, il ne faut pas oublier qu'en entreprise, le sport en entreprise, c'est quand même une politique sociale. D'où cet aspect aussi de cohésion qui est mis en avant. Donc, c'est aussi l'objectif de la mise en place de la mise à disposition de salles équipées, etc. en entreprise. C'est vraiment pour favoriser cette cohésion-là. Donc, ce n'est pas vraiment antinomique. Même en entreprise, on va avoir une offre de pratique personnalisée, et ça n'enlève en rien en fait la cohésion des équipes. On a une autre question qui nous demande s'il y a des difficultés à engager les jeunes sportifs dans l'entreprise et s'il y a des solutions proposées pour engager un plus grand nombre de personnes. Alors pour le coup, nous aussi, chez Gym Libre, c'est une problématique, une question qu'on nous pose souvent. C'est en effet pas toujours évident d'engager tout le monde. Alors il faut savoir qu'il y a en effet
plusieurs profils, comme il y a plusieurs pratiques. Il y a évidemment une partie des gens, vous ne pourrez jamais les forcer à faire du sport, et ce n'est pas le but. Voilà, il y a des entreprises, notamment en Suède, qui forcent leurs salariés à faire du sport. L'idée, c'est vraiment pas d'en arriver là. C'est plus de se dire, voilà, une partie des gens ne l'utilisent pas, c'est pas grave, mais comment faire en sorte que la majorité, en effet, l'utilise, et de sensibiliser les gens qui n'étaient pas forcément sportifs à faire du sport. Donc ça passe par beaucoup de choses. C'est que nous, on a une offre qui est très variée et qui justement permet aux gens de trouver un peu le sport qu'ils veulent. Donc on a des choses qui sont beaucoup plus insolites, on a des choses qui sont très ludiques, on a des sports collectifs, des sports individuels. Il y a une offre beaucoup plus bien-être, relaxation, méditation, ce genre de choses qui permettent du coup un peu à tout le monde de trouver son sport s'ils ne veulent pas faire de performance, s'ils ne veulent pas être dans quelque chose de trop physique. Voilà. Il y a déjà l'importance d'avoir une très grande diversité dans les activités qu'on propose. Et après, il y a aussi toute une démarche, là c'est aussi un rôle de communication en interne, en fait, de montrer le service de sport que vous proposez, que ce soit Génie ou un autre, et un peu de les inciter, leur donner envie d'y aller. Donc ça passe par la communication, ça passe par des team building. Donc ça peut arriver qu'on privatise une salle de sport partenaire et du coup on invite tous les salariés d'une entreprise à venir faire une séance de sport avec un coach du coup qui est dédié. Il y a aussi tous ces moyens de montrer, et puis ça passe aussi beaucoup par de la sensibilisation avec du contenu. Nous on peut envoyer un nutritionniste, un ostéopathe, proposer une conférence dans l'entreprise sur le sport pour que les gens soient sensibilisés aussi à toute la partie santé dont on va parler après. C'est tous ces leviers-là qui permettent d'engager le maximum de personnes. Si je peux juste rajouter une chose, on empiète un petit peu sur la partie suivante, mais il y a aussi l'organisation du travail qui est assez importante dans la motivation de ces personnes-là, c'est-à-dire que organiser des créneaux d'activité qui permettent aux gens d'y aller le midi ou le soir pas trop tard, ou le matin pas trop tard aussi, ça joue aussi sur les motivations des gens à aller faire du sport. Je pense qu'il y a une organisation de travail aussi à réfléchir complètement au niveau de l'entreprise et en lien avec leur salle ou leur prestataire sur cet aspect. Il y avait justement la mairie de Poissy, on en parlait pas mal il y a je crois, 2 ans, parce qu'en fait ils avaient un vrai problème d'absentéisme et du coup ils ont mis en place du sport pour les salariés et ils leur ont débloqué un créneau de 2 heures par semaine sur le temps de travail pour qu'ils puissent y aller, par exemple. Donc c'est aussi, comme vous dites, de s'adapter à tout ça. Une dernière question avant qu'on reprenne sur la partie sport, et on répondra aux autres questions à la fin, qui parle de la pratique féminine et qui nous demande si l'augmentation de la pratique féminine du sport s'observe uniquement sur les sports dits de manière un peu stéréotypée, des sports féminins, ou sur des sports considérés de manière discriminante comme masculins. Est-ce que c'est des sports, on va dire, qui ont une connotation plus masculine? Est-ce que eux aussi sont concernés par cette augmentation de femmes dans la pratique? C'est vrai que sur l'aspect peut-être compétition de ces sports-là considérés comme majoritairement masculins, on n'arrive pas non plus à observer grand-chose parce qu'on est plutôt axé sur l'offre de loisirs. Et c'est sur cette offre de loisirs-là qu'on voit qu'il y a des choses qui sont faites en fait pour augmenter la pratique féminine. Donc, d'où la prise en compte, c'est ce que je disais tout à l'heure, la prise en compte en fait des besoins des femmes dans la pratique de ces sports-là. Et en fait, c'est ça qui nous intéressait le plus, c'est-à-dire que c'est des sports qui étaient, on dit masculins, mais parce que ça répondait à des besoins des hommes qui pratiquaient ces sports-là. Et donc là, l'enjeu, c'était de féminiser ces sports, c'est-à-dire aussi les transformer de sorte que ça englobe également les besoins des femmes sur cette tranche-là, sur cet axe. Et nous, on voit pour le coup, dans la pratique que les salariés font, on voit de plus en plus de femmes qui vont à des cours de boxe, d'équipes de foot, le foot féminin dont on parle beaucoup aussi aujourd'hui. Donc on voit aussi que ça concerne des sports qui étaient dits masculins et pour le coup ça ne concerne pas juste des sports qui ont une connotation féminine. C'est ça aussi qui est intéressant. Mais surtout il y a aussi un aspect très social, c'est-à-dire que souvent ce sont des sports qui sont considérés comme masculins parce qu'en termes de représentation et aussi de visibilité, on y voit plus des hommes que des femmes. Et maintenant que sur certains sports on commence à avoir beaucoup plus de visibilité sur la pratique féminine, ça motive aussi d'autres femmes à pratiquer, à se dire moi aussi
je peux pratiquer ce sport-là parce que telle femme l'a fait. Ouais. Il y a aussi cet aspect social à prendre en compte qu'on n'a pas forcément énormément traité dans le rapport, mais je pense qu'il y a un axe qui permet d'expliquer pourquoi les pratiques se féminisent. Ouais, très bien. Alors, avant de répondre, il y a beaucoup de questions, donc on ne pourra pas répondre à tout, mais on y reviendra à la fin du webinaire. On va parler plus là, de toute la partie sport, santé, bien-être, parce que on se rend compte aujourd'hui que c'est prouvé de toute façon que le sport a un vrai rôle bénéfique sur la santé, et ça devient vraiment un discours qu'on entend de plus en plus, que ce soit en entreprise, que ce soit même dans la société, et vous avez du coup aussi observé ça dans votre étude. Juste du coup pour introduire la question, c'est vrai que la plus grande observation, c'était plutôt qu'il y a de nouvelles offres donc de pratiques. Donc, quand on pense à la thérapie par le sport, au sport en entreprise aussi, et des nouveaux lieux de pratique. Tout d'abord, il y a en fait un essor de l'offre de loisirs payants, de loisirs sportifs payants, en lien, comme je le disais tout à l'heure aussi, au souhait des pratiquants de disposer d'équipements en libre accès, sans contrainte de calendrier, avec un programme d'encadrement choisi. Donc, c'est le pratiquant qui définit quels sont ses objectifs et comment est-ce qu'il veut les atteindre, ou des nouveaux modes en fait, de pratique. En plus de ça, comme on le disait tout à l'heure, le sport s'immisce aussi dans le monde de l'entreprise et devient un élément, un outil en fait fédérateur, un outil de formation, un outil de bien-être. Et on observe aussi la recrudescence des valeurs de sport, mais pour le bien-être des individus. Pour revenir sur cette question de la thérapie par le sport, effectivement, le sport santé fait partie des orientations de la stratégie nationale de santé et du plan national aussi de santé publique, avec comme ambition de promouvoir en fait les activités physiques et sportives comme élément déterminant de santé et de bien-être. Sur cette question-là, c'est vrai que la prise de conscience sur les effets bénéfiques en fait, des activités physiques et sportives a quand même commencé dans les années 70 et perdure jusqu'à présent. D'ailleurs, on voit que l'évolution récente, c'est la reconnaissance des activités physiques et sportives comme thérapie non médicamenteuse, avec une nouvelle évolution qui se conjugue et qui est en fait, on va dire, l'apparition de nouveaux dispositifs, dont le sport santé sur ordonnance, qui permet par exemple depuis 2017 à un médecin de prescrire des activités physiques ou sportives à un patient en fait avec une maladie. Voilà un petit peu, c'est vrai que sur le sport santé, il y a quand même pas mal d'évolutions dans ce sens-là, dans le sens où le sport est devenu une thérapie en soi non médicamenteuse. Donc, je pense qu'ils vont continuer à perdurer. Et sur l'entreprise, en fait, le rapprochement entre le monde de l'entreprise et les activités sportives, c'est quand même fait, on va dire, au 19e siècle, dans le cadre de grandes politiques sociales mises en place, notamment dans une logique de paternalisme et de gestion en fait, des temps hors travail des ouvriers. Et ce rapprochement a persisté et s'est densifié dans les années 80 et est devenu un lieu commun. C'est devenu très commun pour l'entreprise de proposer des sports à ses salariés. Et justement, du coup, on a travaillé avec quelqu'un qui a fait une thèse sur le sport en entreprise depuis 1900. On va vous mettre le lien de l'article là dans la conversation. C'est hyper intéressant en effet de voir comment déjà il y a une centaine d'années ça avait été c'était exploité en effet de manière très maternaliste, mais de voir qu'il y avait déjà en fait cette culture-là et que ça date depuis pas mal de temps. Et d'ailleurs, moi je pense que comment dire, la chose qui m'a le plus interpellée dans mes lectures lors de la revue de littérature sur ces questions-là, c'est qu'il disait par exemple le foot, le sport corporatif, le football même est né en fait du sport corporatif dans les entreprises de renom. Et donc c'était quelque chose de très intéressant parce que c'était quand même organisé par l'entreprise, mais pour faciliter une certaine cohésion et rapprocher un petit peu les ouvriers avec on va dire, le patronat. Donc c'est quand même un sport populaire, mais de nature. C'est apparu dans l'entreprise, donc c'était quand même assez drôle de trouver cette information-là. Ça m'a marqué, on va dire.
Et pour continuer sur ce thème du sport et de l'entreprise, c'est vrai que en général, dans l'entreprise, ça s'adresse aux fonctions managériales, dans le sens où le sport est devenu un sport pédagogique, un outil de formation en fait. Donc, on les positionne dans des fonctions d'encadrement, mais en dehors de leur contexte professionnel quotidien. Donc là, c'est vraiment c'est comme si en fait le sport véhiculait aussi des valeurs en matière d'encadrement. Donc on remarque d'ailleurs que certaines entreprises vont inviter des sportifs à faire des conférences pour accroître leur savoir managérial. L'impact, comment dire, le sport en entreprise s'adresse aussi aux salariés. Au début, comme outil fédérateur, de cohésion sociale, de performance, de compétition. Et depuis quelques temps, on va dire depuis les années 2010, comme comment dire, élément à rapprocher à la santé et au bien-être des salariés. Mais c'est lié aussi à l'attention accrue qui a été portée au bien-être des salariés, à la santé physique comme psychique des salariés, mais aussi à la montée de la notion de responsabilité sociale de l'entreprise. Donc, de plus en plus d'entreprises vont proposer à leurs salariés une offre en fait de pratique sportive, soit via leur comité d'entreprise, donc qui était le sport corporatif d'avant, soit en mettant à disposition des salles équipées dans l'entreprise même, soit à travers des partenaires donc, spécialisés en la question. Si je dans ce cas, et puis d'autres partenaires. Voilà. Sauf qu'on se rend compte en fait qu'effectivement en France, le sport en entreprise n'est pas encore beaucoup répandu. Il y a une étude qui estimait par exemple à 82% la part des entreprises françaises n'ayant pas encore mis en place d'initiatives en faveur de la pratique physique et sportive. Donc il y a un énorme potentiel de développement, et notamment chez les petites entreprises qui sont 82% en fait des entreprises de 250 salariés et plus mettent en œuvre des APS comme juste 17% des petites et moyennes entreprises. Je pense qu'il y a une question de moyens derrière, mais c'est vrai que du coup, il y a quand même un potentiel de développement énorme. Il y a encore des choses à faire pour aider ces entreprises-là à sauter le pas et puis à proposer des activités. Et d'ailleurs, on a fait une étude, c'est OpinionWay, l'Institut d'études qu'on a mandaté il y a un peu moins d'un an. Et du coup, ils ont interrogé un panel de un peu plus de 1000 personnes partout en France, dans tout type d'entreprise, de tout âge, etc. Et du coup, sur quel était leur rapport au sport, est-ce que c'était important pour eux en termes d'attraction de l'entreprise, de fidélisation, comment ils voyaient l'image de l'entreprise grâce au sport. Et du coup, les résultats sont vraiment intéressants, et on se rend compte qu'il y a un gros gap entre l'offre et la demande. Et si vous voulez télécharger cette étude, pareil, on vous la fait passer dans le chat en ce moment même. Et si le sujet vraiment sport-santé vous intéresse, c'est pareil, nous on a pas mal de contenu qu'on a créé là-dessus. Vous pouvez aller sur notre blog, il y a une rubrique santé justement qui est dédiée à tout ça. Et puis on va aussi vous envoyer là dans le fil de la discussion les principaux articles qui peuvent vous intéresser. Alors on a encore pas mal de questions. Avant de prendre les dernières questions, je ne sais pas si vous vouliez, si vous aviez d'autres sujets sur lesquels vous vouliez parler avant qu'on termine. Là, sur la question du coup évolution, je pense qu'on a un peu fait le tour. Notamment par rapport à ce qu'on a pu mettre dans le rapport. Si des questions, par exemple, liées plutôt à l'évolution des métiers et puis les enjeux de professionnalisation intéressent les inscrits à ce webinaire, c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de matière dans le rapport. Donc, n'hésitez pas à aller télécharger, à lire, et puis à nous solliciter si vous avez besoin, si vous avez des questions et vous avez besoin de retour. Donc, c'est pareil, on vous a mis le lien au tout début du webinaire pour que vous puissiez télécharger cette étude. Alors, on va pas pouvoir répondre à toutes les questions parce qu'il y en a beaucoup, mais on va essayer de répondre à un maximum d'entre elles. Alors, il y a une question sur la mobilisation des entreprises et des administrations autour de l'enjeu du bien-être au travail et de la santé des salariés, notamment en milieu et fin de carrière. Ça reprend vraiment ce qu'on disait sur la prévention santé, l'importance d'intégrer les seniors. Après,
l'idée, c'est en fait de sensibiliser tout le monde au sport, parce que les milléniaux seront les futurs seniors, et que, du coup, si on les sensibilise dès le début, ce sera aussi plus facile d'avoir ce rôle de prévention santé. Donc nous, ce qu'on observe en tout cas auprès des entreprises avec lesquelles on travaille ou avec lesquelles on discute, c'est qu'il y a rarement d'offres qui sont vraiment mises en œuvre pour les employés en fin de carrière. Mais l'idée, c'est que quand on met en place ce type d'offre au sport, qu'on en parle vraiment à tout le monde et qu'on n'en fasse pas une offre juste pour les millennials. Et nous, c'est vrai qu'on a beaucoup de startups du coup avec des gens plutôt très jeunes, mais on a aussi des très grands groupes avec une moyenne d'âge qui est beaucoup plus élevée, et on se rend compte que ça fonctionne aussi très bien sur différents publics. On a d'autres questions. Alors, ça c'est très spécifique, je ne sais pas si c'est un sujet abordé. Les fédérations sportives et leurs échelons territoriaux sont-ils prêts à se mobiliser en lien avec les administrations et entreprises sur ce champ stratégique pour leur modèle économique à moyen terme? Très spécifique, je ne sais pas si c'est le genre de question. Oui, c'est très spécifique. Et comme je le disais au début, en fait, c'est vrai que nous, l'identification de ces évolutions, c'était vraiment en lien avec les compétences. On n'essayait pas de voir quels sont le potentiel de développement et comment est-ce que les acteurs sur ce champ-là peuvent se mobiliser ou se coordonner pour améliorer leur modèle économique à moyen ou long terme. Là, c'est beaucoup trop spécifique par rapport à nous, ce qu'on a effectivement produit c'était pas notre point d'entrée. Une question qui parle de la partie CE, donc qui dit pour les entreprises qui disposent d'un comité d'entreprise, la proposition d'activités liées au sport relève de leur prérogative ASC. Les services RH ne doivent donc pas se substituer à eux. Alors pour le coup, si nous, une grosse partie de nos interlocuteurs et des personnes qui mettent en place GIMIC en entreprise, ce sont les services des ressources humaines. C'est nous, on fait énormément avec, que ce soit des RH, des DRH. Et pour le coup, c'est vraiment, et c'est le budget des ressources humaines. Donc, c'est pas du tout impossible en entreprise. C'est vraiment plus un point bloquant. Et c'est tout ce qui est budget autour de la qualité de vie au travail, de la cohésion, de l'engagement. Et du coup, nous, on a une grosse partie de nos interlocuteurs directs qui sont des RH. Et des fois, les CE et les RH travaillent ensemble pour justement que ce soit aussi un peu un fil rouge de leur entreprise et que ça fasse partie de la culture de l'entreprise et de leurs valeurs. Une question sur le fait que le sport en entreprise semble concerner les grosses entreprises. Que faire pour notamment les TPE qui n'ont pas forcément de locaux à disposition? Il y a d'autres questions justement sur l'absence d'infrastructures, de locaux de douche. Alors, sans vouloir faire la promotion de GymLib, pour le coup, c'est une solution qui permet ça, puisque justement, vous proposez un accès au sport. Nous, on a 3000 partenaires partout en France, plein de types d'activités différentes. Et donc, du coup, c'est un abonnement mensuel qui permet aux salariés d'accéder à toutes ces infrastructures-là. Donc, l'idée, c'est de trouver le partenaire qu'il vous faut. Et si vous n'avez pas les locaux et les infrastructures de trouver le partenaire qui peut vous aider à pallier ce problème. Et nous, dans les clients qu'on a, on a des boîtes de 2 personnes, de 3 personnes, de 10 personnes, on a pas mal de TPE. Donc, c'est vraiment une des solutions qui est possible aujourd'hui. J'ai vu une question sur le fait que souvent les activités physiques et sportives mises en place en entreprise ne répondent pas aux besoins de ceux C'est vrai que la mise en place de telle offre, en fait, c'est une politique complète. Donc, c'est-à-dire qu'il ne faut pas juste mettre en place cette offre pour la mettre en place en disant c'est uniquement pour que les salariés, c'est une demande des salariés, je la mets en place. Il y a toute une analyse qui doit être faite derrière pour identifier quels sont les profils intéressés par ces pratiques-là, de quoi ont-ils besoin. Donc, ça passe aussi par la communication, la remontée d'informations aussi du terrain et donc de l'entreprise pour savoir quels sont les besoins spécifiques des salariés, pour pouvoir là mettre en place et proposer des activités qui vont motiver les gens à participer parce que ça répondra à leurs besoins. Et donc, il y a tout cet aspect aussi à prendre en compte. C'est-à-dire que ce n'est pas juste offrir pour offrir, mais réfléchir à l'impact que ça peut avoir. Est-ce que ça répond aux besoins des personnes qui pourraient pratiquer ces activités-là?
Donc il y a tout un schéma en fait, c'est une analyse générale à faire, c'est pas uniquement une proposition de prestation sans plus. Une autre question sur le sport d'entreprise. Avez-vous des retours d'expérience sur les regroupements d'entreprises présentes sur un même site, un même lieu, pour mutualiser les moyens et les organisations d'une pratique sportive pour tous? Alors, on se rend compte qu'en effet, dans certains immeubles de bureaux, ils peuvent avoir la chance, il y a une salle de sport qui se crée, où ils peuvent faire venir un coach le midi dans des salles de réunion qui sont ouvertes à tous. Ça, c'est une des solutions qu'on voit. Et après, voilà, nous, ce qu'on voit aussi, c'est que ça peut être aussi dans des espaces de coworking, par exemple, où on a comme client le fait aussi de proposer Gmib fait que entre les entreprises aussi, ils vont s'en parler et du coup, ils vont y aller ensemble et ça va aussi permettre de créer une cohésion sur un même bâtiment où les entreprises sont différentes et les gens ne se parlent pas forcément. Donc, c'est une des solutions possibles, mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Quelles sont les autres questions? Voilà, il y en a beaucoup, c'est compliqué de sélectionner les dernières parce que là, on va trop dépasser le temps. Il y a pas mal de questions sur le sport sur ordonnance. Alors, je ne sais pas si c'est pareil des sujets que vous avez plus développés ou non, voilà, qui demandent notamment où on en est sur la possibilité de prise en charge de la mutuelle de la sécurité sociale, les actions qui ont réellement été mises en place. Ça, je ne sais pas si on peut inviter les gens à lire le rapport pour en savoir un petit peu plus ou non. Non, pas du tout. Du coup, effectivement, ce sont des choses qui ont été identifiées et valorisées dans le rapport, mais c'est déjà un rapport, on va dire, de 200 pages. Donc, voilà. On n'a pas pu vraiment tout traiter dans celui-ci. On s'est vraiment axé sur les enjeux de professionnalisation et l'évolution des compétences. Donc, sur cette question-là, je pense qu'effectivement, il faudra. Des choses ont été faites en fait, sur ce sujet. On nous propose peut-être une petite bibliographie de ce qui a été dit. Donc, vous pouvez aller dans le rapport et identifier directement la source de cette information-là. Mais tout ce qu'on a dit en fait dans le rapport sur cette question-là, c'est que il y a quand même il y a encore des améliorations. C'est-à-dire que ça existe, mais tout le monde ne pratique, tous les médecins ne donnent pas d'ordonnance pour la pratique sportive. Donc, allez voir pour quelles raisons est-ce que la communication autour de cette question-là est bien faite. Est-ce qu'il y a d'autres freins en fait à la réalisation de cette ordonnance-là ou pas. Donc, ce sont des questions que nous nous sommes posées dans le rapport, mais c'est vrai qu'on n'y a pas apporté vraiment de réponse. C'était des questions ouvertes pour la réflexion. Et, complètement. Une dernière question à laquelle on va répondre, qui demande comment l'entreprise identifie non pas les besoins mais les attentes. Et comme dit la personne, c'est vrai que les besoins, on les connaît, mais comment identifier les attentes? On identifie les attentes. Nous, ce qu'on préconise, c'est vraiment de demander aux salariés, c'est de faire passer un questionnaire. Et du coup, souvent, nous, avant de travailler aussi avec un client, on peut lui dire, faites passer un questionnaire. On peut l'aider justement aussi même sur le contenu même de ce questionnaire-là pour savoir quel budget les salariés sont prêts à mettre, quelles activités ils ont envie de faire. Et de savoir un petit peu plus sur leurs envies pour notamment proposer l'offre qui est la plus adaptée et dont on va s'assurer aussi qu'elle aura une bonne adhésion en entreprise. Donc le mieux, mais c'est comme sur beaucoup de sujets, c'est vraiment d'être à l'écoute et de demander directement aux salariés. Il y a pas mal d'autres questions, mais voilà, on va pas non plus vous tenir pendant trop de temps. On va aussi essayer d'y répondre ensuite par le chat parce que vous y avez encore accès quand le webinaire est terminé. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci Marianne de nous avoir expliqué tout ça. N'hésitez pas du coup à regarder vraiment le rapport en intégralité sur France Stratégie. Et il y a beaucoup d'autres rapports aussi sur plein d'autres sujets qui sont hyper intéressants. Tous disponibles.
téléchargeable gratuitement. Donc, c'est vraiment à destination des publics. Donc, n'hésitez pas à aller voir sur le site internet de France Stratégie. Ouais, c'est plutôt intéressant. Il y a beaucoup de sujets et c'est toujours très approfondi. Donc, c'est intéressant de se plonger là-dedans. Et n'hésitez pas aussi à répondre du coup au dernier sondage qui vous demande tout simplement ce que vous avez pensé de ce webinaire-là et du coup de le noter pour nous aussi avoir un retour sur ce que vous en avez pensé. Merci à tous de nous avoir suivis. Le replay sera disponible et on va essayer de répondre aux dernières questions sur le chat directement. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. À bientôt.